Sur instruction de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Joseph Kabila Kabange, le directeur général adjoint de la DGDA, Jean-Baptiste Nkongolo Kabila, a pris possession des infrastructures douanières dans le poste frontalier de Kasumbalesa. La cérémonie de restitution s'est déroulée ce samedi 12 mai 2018 dans le Haut-Katanga. À Kinshasa, le journaliste membre de l'ONG Étoile d'Araignée se mobilise contre le bradage de la licence 4G de la téléphonie mobile en RDC et surtout s'insurge contre les tripatouillages du projet de la loi cadre sur les télécommunications et les technologies de l'information et de la communication au niveau de la Chambre basse du Parlement, lesquels tripatouillages depuis l'opérateur public qu'est la SCPT de ses prérogatives régaliennes et met en danger la sûreté et la sécurité nationale en touchant les backbones de la fibre optique en faveur des opérateurs privés. La conférence débat qui a débouché sur une prise de position des journalistes lanceurs d'alerte s'est tenue ce vendredi 11 mai 2018 en la grande salle de conférence de la Reine de la Paix sur avenue des Huileries. Au Kasaï oriental, la douane peine à mobiliser les recettes faute d'opérateurs économiques qui préfèrent dédouaner leurs marchandises ailleurs. Vous suivrez les calvaires qu'endurent les gabelous de cette partie de la République dans cette émission Fiscalité et Développement qui vous est présentée par Ruben Mayoni Sekiyunga. Agence Galaxy Media, la passion de développer la RDC. C'est un réel plaisir pour nous de vous savoir encore nombreux devant vos postes et récepteurs télévision pour suivre cette émission Fiscalité et Développement. Madame, Messieurs, bienvenue à la grand-messe des finances publiques en République démocratique du Congo qui s'ouvre par l'actualité de la Direction générale des douanes et accises en province. Cérémonie de session de gestion des installations du poste frontalier de Kasumbalesa ce samedi 12 mai 2018 entre le gouvernement provincial du Haut-Katanga et la Direction générale des douanes et accises. C'était donc à Kasumbalesa. C'est le directeur général adjoint Jean-Baptiste Nkongolo Kabila qui a représenté le directeur général de douane et accises de Ruguzamagera empêché, qui a réceptionné l'ouvrage après plusieurs années de gestion par un privé. Nous y reviendrons dans notre prochaine édition avec force et détails. Restons encore dans la province du Haut-Katanga, en séjour à Lubumbashi. Le directeur général adjoint des douanes et accises, Jean-Baptiste Nkongolo Kabila, a eu une séance de travail avec les déclarants et autres auxiliaires de la douane, ainsi que quelques cadres de l'administration douanière du Haut-Katanga. Au menu de la rencontre, la vulgarisation des dispositions en matière de formalités douanières au regard de la gestion du poste frontalier de Kasumbalesa qui revient des droits à la Direction générale des douanes et accises. Retour à Kinshasa après la province du Haut-Katanga. Sachez que dans le cadre du contrat qui le lie avec le gouvernement congolais à travers la Direction générale des douanes et accises DGDA, la société AFS a remis 2 véhicules à la douane congolaise. Ces 2 jeeps ont été réceptionnés ce vendredi 11 mai 2018 par le directeur général adjoint en charge des questions techniques et de réforme de la DGDA, Simon Urbain Nzuka Mapengo. Jusque-là, la société AFS devrait encore 13 véhicules sur la totalité qu'elle doit à la Direction générale des douanes et accises dans le cadre effectivement de ce contrat. Actualité de la douane encore et toujours, mais cette fois-ci, nous nous rendons dans la province du Kasaï oriental, et plus précisément à Mbujimayi, chef-lieu de la province, où les opérateurs économiques préfèrent dédouaner leurs marchandises à Kinshasa ou encore dans le Haut-Katanga ou ailleurs à travers le pays, privant ainsi la douane du Kasaï oriental des ressources nécessaires pour atteindre ses assignations budgétaires. Du coup, la DGDA sur place compte seulement sur les droits d'accise payés par la brasserie Simba Brasimba. Le directeur provincial de la DGDA, Guy Essongola, lance un appel aux opérateurs économiques de revenir au Kasaï oriental pour déclarer leurs marchandises. Nos envoyés spéciaux à Mbujimayi, Michel Wangui et Céline Bumba nous en disent plus dans ce reportage. Mbujimayi, chef-lieu de la province du Kasaï oriental. La cessation des activités de la minière de Bakwanga Miba hante
tous les esprits. L'activité économique tourne au ralenti. Les prix des produits de première nécessité grimpent. Une situation qui a des effets collatéraux pour la douane du Kasaï oriental. Ici, c'est la direction provinciale. Un bâtiment Pempa neuf est équipé. Il est 14 heures. Aucun opérateur économique ne s'est présenté pour faire les déclarations depuis la matinée. Pour mesurer l'ampleur du manque à gagner de la douane, ici, les chefs du guichet unique Mbujimaï, Issa Mouri, nous fait visiter leur bureau. Comptoir, bureau, complètement vide. Personne en dehors de ces cadres et agents ne s'est présenté depuis la journée. Le directeur provincial Guy Songola parle de la source et de l'essentiel de leurs recettes. Nous sommes totalement enclavés et ça a un impact sérieux sur la mobilisation des recettes. Le Kasaï oriental actuellement, en moyenne, nos recettes tournent autour de 300 millions le mois. 300 millions le mois. Et il nous est très très difficile d'atteindre les assignations qui nous sont données par le gouvernement. Ce n'est pas facile puisque les opérateurs économiques ont délocalisé leurs activités. Ils essaient de revenir, c'est vrai, mais jusque-là, il ne douane que à Lumbashi, dans le Katanga, dans le Haut-Katanga et à Kinshasa. Et les marchandises nous arrivent ici en libre pratique. Nous les appelons à venir dédouaner quand même leurs marchandises ici parce que Mbujima est quand même un grand centre. C'est quand même un grand centre économique, qu'on le veuille ou pas. Nous assistons à... Donc nous voyons que les marchandises arrivent, mais en libre pratique, donc déjà dédouanées au Katanga ou à Kinshasa ou ailleurs. Les activités économiques ici sont vraiment au ralenti. Les recettes que nous réalisons proviennent de la brasserie, puisque à elle seule, la brasserie nous donne à peu près 200 millions, 220, c'est-à-dire 80% de nos recettes. Et à part ça, la SACIM, la société chinoise là, d'exploitation du diamant, est totalement exonérée à l'importation comme à l'importation. C'est ce qui fait en sorte que, au fait que nous n'avons presque pas de recettes à l'importation. Ironie du sort, la société chinoise d'exploitation du diamant SACIM, qui produit plus de 400 000 carats de diamants par an, dépassant largement la production de l'amiba dans ses années de gloire, est exonérée de toute taxe à l'import comme à l'export, apprend-on ici. Toujours à Mbujimaï, la capitale de la province du Kasaï oriental, mais cette fois-ci, pour le compte de la Direction générale des impôts, nos reporters se sont intéressés aux activités de cette régie financière où les contribuables concernés par le paiement de l'impôt sur les bénéfices et profits, IBP, se sont bien acquittés de leurs obligations fiscales conformément aux prévisions de la Direction provinciale des impôts de cette province. C'est le résultat de l'évaluation faite après l'échéance fiscale du 30 avril 2018 dernier. Retrouvons donc une fois de plus Michel Wangui et Céline Boumba pour les détails. L'échéance fiscale du 30 avril 2018, consacrée au paiement de l'impôt sur les bénéfices et profits, s'est déroulée conformément aux prévisions de la DGI du Kasaï oriental. C'est ce qu'a dit le directeur provincial Edi Modiaï, qui se réjouit de la parfaite collaboration entre les assujettis et l'administration fiscale de la province diamantifère. En gros, ça s'est très bien passé et je voulais profiter de votre chaîne pour féliciter tous les agents et cadres de la direction provinciale des impôts du Kasaï oriental. Nous avons travaillé ensemble avec mes collaborateurs et je peux vous dire que le résultat est bon. Le résultat est bon, ça c'est grâce à la campagne que nous avons organisée. Nous avons eu beaucoup de rencontres avec les différentes corporations, avec les syndicats de petites entreprises et de micro-entreprises, avec la FEC,
avec toutes les corporations qui sont concernées par cet impôt. Et le message était très bien passé, j'ai été très bien compris, j'ai organisé des matinées fiscales, les gens ont eu le temps de poser les questions et dans l'ensemble, ils se sont acquittés de leur devoir. Je peux dire que le résultat est bon, il est positif. Ici, dans la province, en dehors de quelques moyennes entreprises qui sont gérées par le siège modélisé, modernisé, qui sont à peu près une vingtaine, nous avons surtout les micro-entreprises et les petites entreprises, ce que nous appelons dans notre langage les entreprises de petite taille. Ce sont ceux-là qui sont soumis soit au forfait de 50 000 francs par an, soit au 1% du chiffre d'affaires s'il est une petite entreprise qui œuvre dans les ventes, ou alors 2% du chiffre d'affaires si c'est une petite entreprise qui œuvre dans les services. Donc la majorité de nos contribuables sont de petites entreprises et des micro-entreprises, en dehors de quelques moyennes entreprises que nous avons dans la ville de Mbuji-Mayi. Edi Moudiaï, on a profité pour remercier la haute direction des impôts qui, selon lui, ne ménage aucun effort pour mettre cas des agents du fisc de la province du Kasaï oriental au centre des intérêts. De Mbuji-Mayi aux dernières nouvelles, les 602 milliards de francs congolais réalisés provisoirement par la Direction générale des impôts à la date du 30 avril dernier, représentant plus de 350 millions de dollars américains, seraient inférieurs aux recettes réalisées, nivelées à la Banque centrale du Congo qui approcherait les 400 millions de dollars américains en francs congolais. Ceci veut dire que les performances réalisées par la DGI sous l'impulsion de la haute direction que dirige demain maître José Seleyalagouli, son directeur général, sont extraordinaires. Mais il se poserait un vrai problème de nivellement à la Banque centrale qui doit être rapidement réglé entre la DGI et l'Institut d'émission. Le gouvernement central, à travers le ministre des Finances, Henri-Yves Moulang, est à féliciter, mais surtout l'initiative du président de la République, Joseph Kabila Kabange, de mettre sur pied un comité stratégique de l'économie et finances à la présidence de la République sous son autorité directe dans une coordination éclairée de son directeur de cabinet, le professeur Némi Moulania, et donc à consolider pour donner à l'État les moyens de sa politique. Retour ici à Kinshasa pour parler télécommunications à présent, qui constitue donc un secteur porteur de croissance, à en croire les experts, et la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations de Gérard est chargée de recouvrer et ordonnancer toutes les recettes non fiscales dans ce secteur. Quels sont alors les actes générateurs de recettes dans ce secteur des télécommunications? Voici la réponse dans ces commentaires de Muriel Makessé. Poste, téléphone et télécommunications libellés des droits, taxes et redevances faits générateurs. Taxes d'homologation des équipements de télécommunications à fabriquer, importer ou commercialiser sur le territoire national. Taxes sur l'autorisation des détentions, d'installation et d'exploitation des radios électriques privées et des stations terriennes, émettrices, réceptrices. Taxes sur l'autorisation d'exploitation des stations terriennes, exclusivement réceptrices, TVRO, antenne parabolique de réception des TV. Taxes sur l'autorisation des détentions, d'installation et d'exploitation des stations terriennes, émettrices, réceptrices, valises satellitaires. Taxes sur l'autorisation des détentions, d'installation et d'exploitation des faisceaux hertziens. Taxes sur l'autorisation d'exploitation des concessions des cabines publiques. Taxes sur l'autorisation des concessions ou contrats d'exploitation des services publics, des télécommunications, licences. Taxes sur l'autorisation d'exploitation du système trunking. Taxes sur l'autorisation d'exploitation de chaînes de radiodiffusion sonore et télévisuelles commerciales. Droit sur la déclaration semestrielle des équipements radio établis à bord des navires et bateaux étrangers accostés dans les ports nationaux ou en rade dans les eaux territoriales nationales. Droit sur la déclaration des détentions, d'installation et d'exploitation des commutateurs, PABX serveurs. Droit sur la déclaration de la télédistribution des signaux, audio
ou vidéo dans les hôtels ou bâtiments publics. Droit sur la déclaration d'agrément des fabricants, monteurs, importateurs et exportateurs des équipements et matériels de télécommunications. Droit sur la déclaration d'agrément des vendeurs et installateurs des équipements et matériels de télécommunications. Droit sur la déclaration d'agrément des dépanneurs des équipements et matériels de télécommunications. Taxe sur l'autorisation des fournitures des services d'Internet au public. Droit sur la déclaration d'autorisation d'exploitation d'un réseau indépendant d'Internet, intranet. Taxe sur l'autorisation d'exploitation des cabines radiophoniques fournies à usage public. Droit de délivrance du duplicata des titres obtenus des télécommunications et du service courrier. Taxe sur l'autorisation des concessions de gestion du contre-code CC 243, gestion du contre-code. Comme nous parlons du secteur des télécommunications et des technologies de l'information et de la communication, sachez que le coordonnateur national de l'ONG Toile d'Araignée, Jérôme Sekana Penepapa, a animé vendredi 11 mai 2018 dans la salle des conférences Reine de la Paix, une conférence débat sur le projet de loi sur les télécommunications et les technologies de l'information et de la communication adopté il y a quelques jours à la Chambre basse du Parlement. Il ressort de ces analyses que ce projet de loi fait la part belle aux opérateurs de télécommunications privés étrangers au détriment même de l'État congolais, mettant ainsi à mal la souveraineté, la sûreté, la sécurité nationale et le développement même du pays. Compte rendu de cette rencontre avec Fabien Bakayaka, Etienne Kumba et Fanfama Kitudoma. C'est grâce à la méthode d'analyse comparative que ce journaliste économique d'investigation a étayé son argumentaire. Pour ce faire, deux versions de ce texte ont été présentées à l'assistance. D'un côté, le projet de loi issu du gouvernement et de l'autre, celui de la commission parlementaire mise en place par l'Assemblée nationale. À cet effet, tous les aspects liés à l'exploitation dans les secteurs des télécoms et technologies de l'information et communication, notamment commerciales, sécurité nationale, souveraineté et sûreté de l'État, maîtrise et contrôle par l'État congolais de son cyberespace et du trafic entrant et sortant et autres ont été passés au peigne fin par l'orateur. Il ressort de cette analyse comparative que la loi votée à la Chambre basse du Parlement préjudicie l'opérateur public, donc l'État, au bénéfice des opérateurs privés étrangers. Situation que Jérôme Sekana dénonce. Le secteur des télécommunications est un secteur porteur de croissance. On ne doit pas s'amuser avec ça, doit créer beaucoup d'emplois. Dans le texte qui est sous examen au Parlement, qui est en train de quitter l'Assemblée nationale pour aller au Sénat, on veut dépouiller la SCPT de ses responsabilités. Les opérateurs privés veulent s'accaparer de cette fibre optique avec la complicité de la Banque mondiale. Dans le même ordre d'idées, le coordonnateur national des Toiles d'Araignée a fustigé aussi les bradages de la licence 4G qui serait vendue à 20 millions de dollars américains en République démocratique du Congo au moment où cela se vend à plusieurs centaines de millions de dollars, voire des milliards dans les pays limitrophes et en Occident. Il a plaidé pour que les pouvoirs publics puissent sauver la Société congolaise des postes et télécommunications SCPT afin qu'elle joue réellement son rôle d'opérateur public. La valorisation de la main-d'œuvre congolaise, les 400 millions de dollars américains investis par le gouvernement pour les backbones et les points d'atterrage de la fibre optique et la sous-traitance des entreprises du secteur qui devraient en réalité être assurées par des PME congolaises ont été également épinglés. Vu l'importance et la sensibilité de la question, Jérôme Sekana en appelle au patriotisme des honorables sénateurs qui vont procéder à la seconde lecture de ces projets de loi avant sa promulgation par le chef de l'État. On ne doit pas brader l'intérêt supérieur de la nation. Le secteur des télécommunications, c'est un secteur porteur de croissance. On ne peut pas le laisser entre les mains des privés. Les privés ont leur rôle à jouer. Nous avons aujourd'hui un parc téléphonique de plus ou moins 40 millions de téléphones portables. C'est bien, ça nous facilite la tâche, nous tous. Mais il faut que tous ces opérateurs publics soient bien gérés par un service public que la SCPT, qui doit avoir une plateforme d'interconnexion qui gère, qui charrie les appels entrants et sortants, donc un gateway national
Et c'est l'opérateur public, comme au Sénégal, comme aux États-Unis, qui doit gérer les backbones Internet du pays. Parce que là-dedans, il est question de sûreté, il est question de la sécurité nationale. Il ne faut pas que nous puissions laisser ça à la portée de tout le monde. De la même manière que nous ne pouvons pas permettre à tout le monde de construire un aéroport où il veut et que les avions descendent et atterrissent comme il l'entend, de la même manière aussi, nous ne devons pas accepter que l'autoroute de l'information soit laissée entre les mains de n'importe qui. Nous ne pouvons pas autoriser à ce que les points d'atterrage de la fibre optique soient gérés par n'importe qui. Non. Donc, nous plaidons, nous, au nom des Toiles d'Araignée, qu'il ne faut pas tuer la SCPT. Et on ne doit pas être les dindons de la farce. Lorsque certains pays d'Afrique vendent la licence 4G à 1 milliard de dollars, nous vendons cette licence ici à 20 millions. C'est grave. Même si on est un peu en retard et que la licence 4G n'a plus la même valeur que la licence 5G qui doit être déployée dans notre pays, eh bien, ne vendons pas non plus la licence 5G à n'importe quel prix. Ça doit coûter 1 milliard. Je vous ai donné un exemple ici. Comment un petit pays comme le Congo-Brazzaville, qui a un parc téléphonique de 3 millions de téléphones portables, a vendu la licence 3G à 100 millions de dollars. Et nous l'avons vendu à 15 millions. Et par étalement. Voilà pourquoi, au nom des Toiles d'Araignée, nous disons non, nous dénonçons. Et comme le projet de loi est en train de quitter l'Assemblée nationale pour le Sénat, nous voulons que les sénateurs, vous de la Chambre haute, où il y a la sagesse, eh bien, examinez bien cette loi-là. Nous félicitons le gouvernement pour avoir fait un bon travail. Tenez compte des propositions du gouvernement. Afin d'élever toute équivoque et se rendre compte de la manière dont ce secteur aussi stratégique est géré sous d'autres cieux. Un film documentaire en rapport avec la gestion des télécoms aux États-Unis, ainsi que l'implication de leurs services secrets pour sécuriser les pays a été projeté. Puis s'en est suivi le jeu des questions-réponses. Un véritable lanceur d'alerte, ces journalistes économiques et d'investigation qui ont fait leur la recommandation de M. Laurent Désiré Kabila, celle de ne jamais trahir le Congo, se proposent d'organiser dans les tout prochains jours la journée des ressources naturelles consacrée au nouveau code minier et au fonds bleu pour les bassins du Congo. Alors, sous d'autres cieux, le secteur des télécommunications est donc un secteur stratégique qui ne peut être confié à un privé. C'est le cas des États-Unis d'Amérique où le National Security Agency, NSA, assure la sécurité du pays en contrôlant tout le secteur des télécommunications et des technologies de l'information et de la communication. Suivez plutôt cet extrait du documentaire de nos confrères de Arte pour vous en convaincre. Regardez. Split. The other southbound Baltimore-Washington Parkway as you come up on Route 50. This one's over the... Sur l'axe sud de la voie rapide Baltimore-Washington, la circulation se ralentit à l'approche d'une entrée sécurisée qui disparaît dans la forêt. Derrière la végétation, à l'abri des regards, protégée par des barrières électrifiées et des hommes en armes, se trouve la plus grande, la plus secrète et la plus sophistiquée des agences de renseignement au monde. La National Security Agency, la NSA. Sa mission, crypter et décrypter les codes. Intercepter les signaux en provenance de pays étrangers. Passer au crible les appels téléphoniques, e-mails et messages qui s'échangent à chaque instant dans le monde entier. Quotidiennement, ce sont plus de 20 000 personnes qui se rendent sur le site de la NSA, transformée en véritable ville secrète. À la différence des agents de la CIA qui espionnent sous couverture, les mathématiciens, linguistes et informaticiens de la NSA travaillent uniquement par le biais de la technologie.
Le 13 septembre, je me suis exprimé devant une salle vide, mais cette allocution a été retransmise à tous les employés de la NSA. J'ai évoqué le difficile équilibre à trouver dans une démocratie entre sécurité et liberté. J'ai dit qu'il y aurait des pressions pour faire pencher la balance du côté sécuritaire et que notre travail à la NSA était de préserver la liberté des citoyens américains en leur garantissant à nouveau la sécurité. Ces pressions ne tardent pas à se faire sentir. Le vice-président Dick Cheney demande au général Hayden ce que la NSA peut faire de plus. Ce dernier lui répond alors: pas grand-chose sans enfreindre le Foreign Intelligence Surveillance Act, la loi qui oblige la NSA à obtenir un mandat pour mettre sur écoute des Américains. 3 semaines après les attentats, George Bush décide de passer secrètement outre cette loi en publiant un décret. Dorénavant, la NSA n'aura plus à demander de mandat à un juge pour pouvoir procéder à des écoutes aux États-Unis. La réponse aux événements du 11 septembre aura donc pris la forme d'une carte blanche pour espionner n'importe qui, n'importe où. L'autre réaction au 11 septembre a été la prise de mesures très strictes. Il fallait agir de façon à ce qu'une attaque de ce type ne puisse plus se reproduire. Mais pour que ces nouvelles mesures portent leurs fruits, la NSA doit entrer de plein pied dans l'ère des communications modernes. L'essentiel des communications, qui s'effectuaient jusque-là par le biais de signaux satellites facilement interceptables, transite désormais par des câbles à fibre optique enfouis sous les mers. Pour mieux comprendre le défi auquel est confrontée la NSA, nous avons suivi le trajet d'un email à travers la planète. James Bamford est à Kuala Lumpur pour effectuer des recherches sur le réseau de communication d'Al-Qaïda. Dans un café possédant une connexion Wi-Fi, il tape un email à l'intention de notre producteur à Boston. Son message est anodin, mais il contient des phrases et des mots-clés que les superordinateurs de la NSA sont programmés pour repérer. Comme par exemple, faire sauter la Maison Blanche, détruire le Capitole ou guerre biologique. Lorsqu'il appuie sur la touche Envoi, son email rejoint instantanément les dizaines de messages qui transitent par le réseau Internet sans fil. Ces messages sont ensuite acheminés vers un grand centre de télécommunications de Kuala Lumpur. Là, les données analogiques sont converties en signaux numériques qui sont envoyés sous forme d'impulsions lumineuses dans un câble à fibre optique s'enfonçant dans la mer de Chine méridionale au large des côtes de Malaisie. En chemin, l'email de James Bamford se mélange à des milliers d'appels téléphoniques, d'emails et de fax en provenance de centaines de villes asiatiques. Puis cet amas de données traverse l'océan Pacifique à la vitesse de la lumière. 5 centièmes de seconde après que le message a été envoyé, il arrive à 2 mètres sous cette plage de Californie, près de la ville de Morro Bay. C'est ici, sous les pattes des mouettes et les pieds des surfeurs, qu'arrivent les communications en provenance d'Asie. À quelques kilomètres dans les terres, les messages transitent par un petit bâtiment anodin près de San Luis Obispo. Si vous voulez espionner les communications internationales, San Luis Obispo est l'endroit idéal. C'est ici qu'arrivent 80% des communications en provenance d'Asie. Mais ce n'est pas là que la NSA commence son travail d'écoute. Les données continuent à transiter à travers des câbles jusqu'à un bâtiment de San Francisco. Ce bâtiment, situé au 611 Folsom Street, est un centre de communication de AT&T, le principal opérateur américain de téléphonie.
Toutes les communications internationales arrivent au 7e étage où s'effectue une opération cruciale. C'est également par le 7e étage que transitent les communications nationales. Une cacophonie de millions d'échanges fait de larmes et de cris de joie, d'espoir et de rêves, d'emails, de fax, de relevés bancaires, de réservations d'hôtels, de poèmes d'amour et d'avis de décès, émanant de personnes se trouvant aux États-Unis. Leur seul point commun, leur caractère privé. Avant le 11 septembre, le budget des services de renseignement américains, toutes agences confondues, était de 26,7 milliards de dollars. En 2008, il a quasiment doublé. Le montant perçu par la NSA est tenu secret, mais il représenterait plus du tiers du budget global. Plus que le ministère des Finances, de l'Intérieur ou du Travail. Quant aux effectifs de la NSA, ils ont dépassé les 35 000 personnes. Maintenant qu'on a investi des sommes colossales dans la refonte des services de renseignement, est-ce qu'on peut vraiment dire qu'on est plus en sécurité aux États-Unis? Globalement, je dirais que oui. Il n'y a pas eu d'autres attaques. Et désormais, il y a une meilleure coordination et un meilleur partage des informations entre agences. Mais est-ce qu'on peut pour autant relâcher notre vigilance et baisser la garde? Non. Sans quoi on risque un retour de bâton. La dynamique des jeunes pour la transparence dans la gestion des ressources naturelles est résolument engagée dans un cycle de conférences pour une meilleure prise de conscience des étudiants quant à la gouvernance du secteur minier, le processus de l'ITIE et la gestion rationnelle de la chose publique. La conférence débat inaugurale a eu lieu vendredi 11 mai 2018 à l'Université catholique au Congo autour du thème général « La bonne gouvernance du secteur minier, enjeux et opportunités ». C'est Jérôme Sekana Pene-Papa, directeur général de l'agence Galaxy Média et journaliste économique, qui a été l'orateur principal de ces assises. Devant près de 500 étudiants, il a décortiqué les thèmes relatifs au processus de l'ITI en RDC face au nouveau code minier. Occasion donc pour ce journaliste économique de renom de rappeler le contexte dans lequel l'ancien code minier a été adopté avant de déclarer que le nouveau code vient donc corriger les failles observées dans celui de 2002. Si l'ancien code donnait la part belle aux opérateurs miniers, le nouveau code fait l'équilibre entre les intérêts supérieurs de la nation et ceux des sociétés minières installées en République démocratique du Congo qui sont appelées à réaliser aussi des bénéfices. En révisant les codes miniers en ces termes-là, l'État congolais a ainsi pu faire rentrer dans leurs droits les populations congolaises qui doivent absolument profiter de ces richesses, surtout en cette période d'embellie. Jérôme Sekana Pene-Papa ne pouvait parler de la gestion rationnelle des ressources naturelles sans évoquer des concepts essentiels relatifs à la bonne gouvernance. Il s'agit notamment de la redevabilité, du contrôle citoyen, des notions qui sollicitent donc l'implication de la population, si pas son regard dans la gestion de la res publica. Avant donc de parler de la notion du budget participatif qui doit susciter de la part de la population une certaine participation à l'élaboration donc du budget. Quant à l'ITIE, le coordonnateur national de l'ONG Toile d'Araignée a signifié qu'elle a été créée pour garantir la transparence dans le secteur extractif avant de faire le lien entre ce processus et l'émergence de la République démocratique du Congo. En conclusion, un arsenal juridique approprié constitue donc un atout pour atteindre l'émergence tant souhaitée par tous les Congolais, a indiqué Jérôme Sekana Pene-Papa. Les questions des étudiants ont tourné autour des potentialités de la RDC considérée comme scandale géologique qui n'a aucun lien avec le niveau de sa population. Pourquoi avoir attendu 16 ans avant de réviser les codes miniers? Quelles sont les innovations apportées
apporter et comment pourrait-elle profiter aux populations congolaises? Où en sommes-nous avec l'élaboration du règlement minier et quel serait son impact? Autant de questions auxquelles a aisément répondu l'orateur. Somme toute, Monsieur Junior Mouela, qui est le responsable de la dynamique des jeunes pour la transparence dans la gestion des ressources naturelles, a donc remercié l'orateur pour la promptitude avec laquelle il a répondu à l'invitation de leur association, tout en promettant aux étudiants satisfaits, mais restés sur leur soif, de les faire revenir pour une autre intervention. Le Fonds de promotion de l'industrie, FPI, est ancré depuis un certain temps dans ce qu'on appelle chaîne des valeurs, dont vous entendez certainement parler, mais que comprendre exactement par ce groupe de mots chaîne des valeurs? Suivez plutôt les explications de notre confrère Jean-Louis Miaswekama. La chaîne de la valeur est un outil d'analyse mis au point par Michael Porter, professeur de stratégie d'entreprise dans l'université de Harvard aux États-Unis. La chaîne de la valeur peut se définir comme l'étude précise des activités de l'entreprise afin de mettre en évidence ses activités clés, c'est-à-dire celles qui ont un impact réel en termes de coût ou de qualité et qui lui donneront un avantage concurrentiel. Dans ce cas, la valeur est la somme que les clients sont prêts à payer pour obtenir le produit ou service. Elle résulte des différentes activités réalisées à la suite par les fournisseurs, la firme et les circuits de distribution. On peut ainsi comprendre que l'optique de la chaîne de la valeur permet de distinguer les activités principales qui concourent directement à la création matérielle et à la vente du produit et les activités de soutien ou de support qui viennent en appui de l'activité principale et forment l'infrastructure de la firme. Dans la recherche de l'avantage concurrentiel de l'entreprise que doit procurer l'outil chaîne de la valeur, on distingue trois types principaux de stratégies. Une offre à des coûts inférieurs aux concurrents, une offre qui a des caractéristiques uniques pour lesquelles les clients sont prêts à payer plus cher. La combinaison des deux précédentes stratégies pour atteindre plus de catégories de clients. La chaîne de la valeur est donc un outil d'optimisation et d'analyse des coûts. Elle permet également de prendre conscience de l'importance de la coordination dans une organisation car chaque maillon de l'entreprise apporte une valeur à optimiser. En effet, chaque entreprise cherchera à obtenir dans la filière la position qui correspond aux activités, lui permettant de maximiser sa valeur contributive et, en parallèle, à s'organiser pour maximiser la chaîne de valeur interne de ses activités. La chaîne de la valeur est devenue un outil d'analyse puissant, au point qu'en RDC, le Fonds de promotion de l'industrie, FPI, en a fait l'axe principal de sa nouvelle vision stratégique. La chaîne de la valeur est en train de révolutionner l'entreprise dans le monde et de changer son environnement. C'est ainsi, pour terminer, on peut retenir qu'une chaîne de valeur ou filière peut encore se définir comme un ensemble de produits, biens et services et de producteurs concourant à la desserte d'un marché. Et pour continuer à financer l'industrie congolaise, le Fonds de promotion de l'industrie compte sur la taxe de promotion de l'industrie tant à l'importation qu'à l'exportation, qui est donc l'une de ses sources de recettes. Ainsi, le Fonds de promotion de l'industrie appelle à tous les assujettis à cette taxe de la payer pour promouvoir l'essor de l'industrie congolaise. Regardez ceci. Si vous êtes industriel exerçant en République démocratique du Congo, rassurez-vous que vous êtes assujetti au paiement de la taxe de promotion de l'industrie locale, TPIL, pour les ventes de vos produits sur le marché local. Dans ce cas, collectez et reversez mensuellement la taxe de promotion de l'industrie locale au taux de 2% du prix du revient industriel. C'est contribuer à la pérennisation du cycle de financement des projets industriels en RD Congo. Tenez, la taxe de promotion de l'industrie locale est une parafiscalité préaffectée au financement des projets industriels. Ceci est un message du Fonds de promotion de l'industrie. FPI, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Pour bien plus qu'imprimer, il faut penser à Gradeco. Regardez. Pour donner de la couleur à vos rêves et célébrations, pour vos travaux d'impression haute définition, une seule référence, Gradeco, aux nouvelles galeries présidentielles locales 16, entrée du côté ambassade de Chine. En ces moments en promotion, polo d'anniversaire, polo de mobilisation de masse, tasses, stylos imprimés. Hâtez-vous, stock limité, Gradeco,
bien plus qu'imprimé. Pour ne pas être pris au dépourvu dans les différents marchés de la ville-province de Kinshasa, notre consoeur Philon Cholet vous donne la tendance des prix des denrées alimentaires au samedi 12 mai 2018. Les prix des denrées alimentaires de grande consommation diffèrent d'un marché à un autre. Pour le poisson chinchard, au marché de la Liberté, le prix d'un carton de 20 plus 30 kg a connu une baisse, passant de 98 000 francs congolais il y a quelques jours à 96 000 francs congolais. Stabilité par contre au marché central où le prix est resté stable à 98 000 francs congolais. Au marché Zigida, le même carton se négocie à 96 400 francs congolais. Et enfin, au marché Gambela, le prix a grimpé de 96 500 francs congolais à 97 500 francs congolais. Concernant les produits secs, le prix du bol de maïs est resté stable à 1200 francs congolais au marché de la Liberté dans la commune de Massina. Au marché central, ces mêmes bols coûtent 700 francs congolais. 800 francs congolais au marché Zigida et 750 francs congolais au marché Gambela. Du côté l'huile végétale, un bidon de 5 litres qui coûtait 11 500 francs congolais se vend actuellement à 11 700 francs congolais. Nous sommes là au marché de la Liberté dans la commune de Massina. Il se négocie à 12 800 francs congolais au marché central. Au marché Zigida, par contre, le prix a connu une hausse passant de 12 000 francs congolais à 12 500 francs congolais. Le même bidon de 5 litres coûte 12 400 francs congolais au marché Gambela. Pour la viande, un carton TS 10 kg a connu une hausse. Il est passé de 90 000 francs congolais à 95 000 francs congolais au marché de la Liberté. Au marché central, le prix est resté inchangé d'une semaine à une autre, soit 89 300 francs congolais. Au marché Zigida, le prix est passé de 89 000 francs congolais la semaine dernière à 89 500 francs congolais cette semaine qui vient de se terminer. Au marché Gambela, enfin, il coûte 91 100 francs congolais. Terminons ce tour d'horizon des prix avec les haricots. Un gobelet appelé Bundeli se vend à 1300 francs congolais au marché de la Liberté dans la commune de Massina. Il se négocie à 1400 francs congolais au marché central. Au marché Zigida, il coûte 1250 francs congolais et au marché Gambela, il se vend à 1500 francs congolais. Telles sont les tendances des prix de quelques denrées alimentaires de grande consommation observées au samedi 12 mai 2018 sur les principaux marchés de Kinshasa, la capitale de la RDC. En marge des prix sur les marchés, l'Institut national de la statistique INES a prélevé pour vous et pour nous d'ailleurs l'indice de l'inflation au cours de la semaine du 7 au 12 mai 2018. Les détails sont dans cette lecture de Muriel Makiese. L'inflation hebdomadaire du 7 au 12 mai 2018 est de 0,398% au niveau national et 0,422% à Kinshasa. En cumul, l'inflation a atteint 4,369% au niveau national et 4,751% à Kinshasa. L'inflation annualisée se situe à 12,416% au niveau national et 13,545% à Kinshasa. En glissement annuel, l'inflation est de 46,145% au niveau national et 43,310% à Kinshasa. L'inflation de la semaine est consécutive à la hausse des prix des tarifs de transport, des matériaux de construction, notamment les ciments, des services de restauration et d'hébergement, des articles de soins corporels, des légumes, des poissons et des céréales. Taux d'échange à présent, sachez que le taux officiel de la Banque centrale du Congo BCC a indiqué au vendredi 11 mai 2018 $1 américain à 1618,12 francs congolais, tandis qu'un euro était à 1921,73 francs congolais, un franc CFA à 3,3896 francs congolais. Pendant qu'au samedi 12 mai 2018, au parallèle, le taux était à 1620 francs congolais dans la plupart des communes de la capitale Kinshasa, avec comme pic 1645 francs au centre-ville de Kinshasa.
À l'aéroport international de Ndjili, le billet vert s'est changé à 1550 francs congolais. À l'intérieur du pays, particulièrement à Mbandaka, dans la province de l'Équateur, la devise américaine s'est négociée à 1624 francs congolais et 1620 francs congolais à Boma, dans la province du Congo central. À Bwende, nous sommes là dans la province de la Chuapa, $1 valait 1625 francs congolais. À Kikwit, dans la province du Kwilu, le roi dollar pouvait s'obtenir à 1630 francs congolais. À Bunia, dans la province de l'Ituri, le billet vert s'est négocié à 1633 francs congolais et 1634 francs congolais. À Kolwezi, nous sommes là dans la province de Lualaba. Enfin, les pics à l'intérieur du pays a été observé à Butembo, dans la province du Nord Kivu, où le dollar américain s'est négocié à 1636 francs congolais. Ce qui nous amène à jeter un regard sur les cours des principales matières premières au deuxième fixing du samedi 12 mai 2018. Découvrez donc les tendances à travers ce commentaire. Contrairement à la semaine dernière, au cours de laquelle le prix du baril du brut était au vert, cette semaine, ce même baril est au rouge. Sur le marché de Londres, le baril de l'or noir s'est négocié à 77,10 $ américains, soit une baisse de 0,55% contre 70,55 $ américains le même baril sur le marché américain, en baisse aussi de 1,29%. Hausse par contre sur le marché des produits miniers, dont la tonne du cuivre s'est vendue à 6 884 $ américains, en hausse de 1,38%. La tonne du cobalt est à 89 000 points, en hausse aussi de 0,56%. La tonne du métal jaune, quant à elle, a coûté 1 319 $ américains, en hausse de 1,17%. Enfin, pour les céréales, la tonne du maïs a coûté 390 $ américains, soit une baisse de 1,27%. Le riz est en hausse de 0,28%, se négociant à 12,49 $ américains, et la tonne de blé a coûté 487 $ américains, en baisse de 5,30%. Voilà, c'était là donc le cours des matières premières, mais la géolocalisation a un nom, c'est Africa Panorama. Avec Africa Panorama, suivez en temps réel tous les parcours de votre véhicule. Nous bouclons cette émission complètement terminée. Madame, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe qui a concouru à la réalisation de cette émission. Peter Loma, Céline Boumba, Muriel Makiese. Merci surtout à vous, Madame, Messieurs, de nous avoir suivis de partout de la République démocratique du Congo et ailleurs à travers le monde grâce à votre chaîne. Quant à moi, je vous dis au revoir et à très bientôt.